Salut et bienvenue sur Secret d'entraîneur. Cette semaine, avant de vous présenter l'invité, je vais vous rappeler qu'il vous reste que 2 semaines pour participer le 4 et 5 mai prochain à la formation sur l'entraînement de l'enfant et de l'adolescent. Pourquoi est-ce que j'en parle? Parce que tout simplement, je vous présente aujourd'hui Laure Fernandez qui interviendra sur cette formation. Laure est chercheuse en neurosciences à l'université Aix-Marseille et également préparatrice mentale. Vous allez voir qu'on va plus aborder le premier thème, donc les neurosciences aujourd'hui, sur un sujet assez complexe mais qu'on va aborder avec beaucoup de légèreté et beaucoup de vulgarisation. Donc même si vous n'êtes pas universitaire, cet épisode s'adresse à vous. On va parler de neurosciences et surtout d'apprentissage. On va voir comment modifier la sphère visuelle, cognitive, motrice pour améliorer la performance. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir tout ça. Et à très vite, salut. La révolution dans l'entraînement est arrivée. Découvre LaboRNP, une formation qui innove l'univers de l'entraînement avec les dernières recherches scientifiques en neurosciences. La reprogrammation neuroposturale est un système de référence dans l'évaluation et l'entraînement individualisé du sportif. Labo, c'est l'outil essentiel pour une prise en charge individualisée dans l'optimisation du mouvement. J'ai moi-même suivi cette formation auprès de Romain, Adrien et Sébastien il y a plus d'1 an et je dois avouer que j'ai été complètement bluffé. Donc si comme moi tu souhaites explorer une nouvelle ère de l'entraînement, clique sur le lien en description. Encore merci à Labo d'avoir sponsorisé cette vidéo, place à l'épisode du jour. Laure Fernandez, salut, bienvenue Bonjour. sur Secret d'entraîneur. Ça me fait plaisir de te recevoir parce que tu es une ancienne prof que j'ai eue pendant quelques cours, pas de manière régulière, en STAPS à Marseille. Je te laisse te présenter. Merci pour l'invitation. C'est super, super plaisant et ça fait vraiment plaisir d'avoir l'occasion de discuter de tout ce dont on travaille dans un contexte un petit peu à part. Alors, Laure Fernandez, je suis enseignant-chercheur, donc maître de conférence à Aix-Marseille Université, ce qui veut dire que je partage mon temps entre une activité d'enseignement donc en STAPS, à la Faculté des sciences du sport, et mon activité de recherche à l'Institut des sciences du mouvement humain. J'ai un doctorat en neurosciences comportementales et du coup, j'ai toute mon activité de recherche qui porte sur tout ce qui est le couplage perception-action, les habiletés cognitives, la focalisation attentionnelle, tout ce qui est tâches visio-motrices. Et à côté de ça, je suis préparatrice mentale, donc où je travaille sur les habiletés mentales. J'accompagne des athlètes et bon, on se rend compte finalement que habileté mentale et habileté cognitive, c'est quand même assez proche. Voilà, je suis maman et sportive aussi, ce qui est quand même assez important pour moi, pour l'équilibre. Qu'est-ce que tu fais comme sport? Alors, je fais beaucoup d'outdoor, donc j'ai fait pas mal de triathlon. Maintenant, je fais beaucoup de trail, VTT, vélo. Beaucoup de montagne aussi, quand je peux. Et voilà, donc essentiellement sport individuel, sport d'endurance et dehors dans la nature, surtout. Une vraie Marseillaise. Avant d'attaquer sur le thème qu'on avait prévu, petite question, quelle est la différence entre habileté cognitive et habileté mentale? Alors, intéressant. Je t'ai pris à froid. Ouais, complètement, complètement. Alors, habileté cognitive, c'est plus tout ce qui va être de la sphère, qui est en lien avec tout ce qui est traitement de l'information. Donc, tout sportif ou n'importe quelle tâche qu'on ait à accomplir, on prélève une information dans l'environnement, un stimulus qui du coup, nous demande d'être traité avant de décider l'action qu'on a à accomplir. Donc, ce processus de traitement de l'information assez large, finalement, il se découpe en plusieurs processus cognitifs ou plusieurs habiletés cognitives. Donc, on va parler de la mémoire, de l'attention, de la prise de décision, du raisonnement, du langage, de la perception. Donc, ça va être, pour moi, le côté habileté cognitive. Les habiletés mentales, souvent, il est fait le raccourci avec plus un côté un peu plus psycho. Mais on va parler de tout ce qui est le niveau émotionnel, tout ce qui est facteur motivationnel, facteur émotionnel, capacité de concentration que je dissocie de l'attention. Voilà, les objectifs, le sens que l'athlète donne à son activité, l'implication, l'engagement. Voilà, donc une sphère un petit peu plus finalement psychologique de l'engagement dans son activité. Et qui s'entraîne, les habiletés mentales s'entraînent au même titre que les habiletés cognitives s'entraînent. Ok. Alors, tu as un thème de recherche particulier ces dernières années. Est-ce que tu peux nous en parler?
Ouais, alors après avoir fait quand même de longues années de recherche fondamentale, clairement, je suis arrivée à un point où je me suis dit que les recherches de labo étaient certes super intéressantes pour comprendre les processus, mais il m'a manqué ce transfert vers le terrain et l'applicabilité de tout ce que je faisais en recherche. Donc, j'ai développé tout cet axe de recherche sur les habiletés cognitives en sport et l'entraînement cognitif en sport. Donc, vaste programme. Finalement, bon, c'est arrivé par hasard, par un jeu de rencontre et finalement, un intérêt que j'ai commencé à avoir sur le parallèle qui pouvait être fait entre l'entraînement physique et l'entraînement cognitif. C'est en plein boom en ce moment, l'entraînement cognitif. Et finalement, je me suis rendu compte que l'entraînement physique était assez bien normé, profilé, vraiment très bien connu en termes de protocole d'entraînement, tout ça. Et je me suis dit, mais il n'y a pas la correspondance au niveau de tout ce qui est entraînement cognitif et profilage cognitif. Je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses qui se faisaient, mais finalement de façon très empirique, très intuitive sur le terrain. Alors sans recherche, sans critique aucune, hein, mais ça reste des interventions qui sont ouais, je trouve spontanées. Et, je me suis dit que des fois, il manquait un petit peu de pertinence et de profondeur au niveau de la compréhension du processus que les gens proposaient d'entraîner. Avec des outils très simples. Hein. Donc, c'est sûr qu'il y a eu dans un premier temps tout un boom sur l'utilisation des outils, hein, donc le neurotracker, hein, toutes les petites cellules lumineuses, à savoir les feedlights, tout ça. Donc, finalement, tout le monde les utilise. C'est très facile d'utilisation, c'est très ludique. Mais je me suis dit, mais quand même, derrière, pourquoi... ouais, pour moi, il me manquait de la profondeur, il manquait du rationnel scientifique. Donc, je travaille... du coup, je me suis rapprochée. On s'est rencontrés avec des entraîneurs du CREPS, avec le responsable de la performance de la cellule au niveau au CREPS, avec un préparateur mental aussi du CREPS, pour essayer déjà de voir tout ce qui était fait sur le côté cognitif avec les athlètes du CREPS PACA, donc sur le site d'Aix-en-Provence. Ouais. Et de là, on a cessé d'échanger, on a lancé cette thématique. Donc voilà, c'est un peu plus large que l'entraînement cognitif parce que je parle vraiment du profilage cognitif dans un premier temps avant d'arriver à l'entraînement cognitif. Et pas seulement à destination des athlètes, mais également à destination des entraîneurs, puisque je pense que ça passe également par d'abord une acculturation des entraîneurs et une co-construction et un échange avec les entraîneurs pour essayer de faire évoluer ce qu'est l'entraînement cognitif actuellement sur le terrain. Et c'est vrai que dans le milieu de la recherche, il y a souvent cette critique d'être trop éloigné du terrain. Toi, ce que j'ai bien aimé, c'est que justement, tu cherches à refaire le lien entre les deux. Et je pense que, c'est mon avis perso, mais l'avenir de la science, finalement, c'est de répondre à des questions de terrain directement et pas 20 ans plus tard, comme ça se fait beaucoup. Hein. Et dans la sphère mentale, effectivement, on est en retard sur beaucoup de choses. Alors, je te dirais particulièrement en France. Est-ce que c'est une idée reçue qu'en France, on est plus en retard que d'autres ou finalement, au niveau mondial, c'est un peu la même chose ? Je pense qu'on garde quand même encore un temps de retard. Bon, ça dépasse le cadre de la recherche sur les habiletés cognitives, hein, mais je pense que de façon vraiment beaucoup plus générale, alors sans parler de retard, mais moi, ce à quoi je me suis heurtée finalement au cours des différentes années de recherche que j'ai pu faire en amont, c'est que les recherches ne partaient pas du terrain. On ne partait pas sur des projets à partir de problématiques de terrain, mais on partait sur des projets... bon, forcément, c'est de la recherche fondamentale, donc ça reste des problématiques très fondamentales. Mais je trouve que qu'on a tout intérêt à inverser cette tendance. Donc, bon, on développe de plus en plus de recherches avec les industries. Et finalement, c'est, je pense, ce genre de recherche et ce type de partenariat qui va permettre d'avoir une nouvelle approche de la recherche appliquée en répondant vraiment à des problématiques très concrètes de terrain que nous adressent les industriels ou que nous adresse là le monde du sport. Parce qu'on a quand même... ce qui permet en plus d'interagir. Donc, eux, ils ont leur connaissance terrain, ils ont leur expérience terrain et leur expertise terrain. Nous, on arrive avec un regard un petit peu plus scientifique, peut-être un petit peu plus transversal. Bon, en plus, en étant dans un labo
L'Institut des sciences du mouvement, on aborde quand même vraiment le mouvement selon différents axes. Donc, on a vraiment cette force d'avoir cette approche pluridisciplinaire du mouvement qui permet de répondre à une problématique très précise du terrain avec une vue d'ensemble assez large et du coup un petit peu plus scientifique, puisqu'on a quand même en plus la chance d'avoir la veille scientifique, la possibilité de faire des revues de bibliographie et de se renseigner quand même sur le sujet. Donc je trouve que cette interaction vraiment entre la demande du terrain, les hommes de terrain et notre regard scientifique sur la problématique, moi, c'est quelque chose qui m'intéresse et c'est vraiment quelque chose qui m'a animée quand on a commencé à échanger avec le CREPS, parce que c'est eux qui étaient demandeurs et qui avaient des questions de terrain et on s'est mis autour d'une table pour arriver à en discuter, essayer de voir ce qu'on pouvait faire, et ça c'est chouette. Ouais. Ça sort un peu du cadre le chercheur dans son labo et l'image reçue qu'on a qui est en train de changer blanche, quand même, mais avec des dispositifs maintenant de financement des projets de recherche via des collaborations ou des chaires ou industrielles avec les industries. Mais bon, pour répondre à ta question sur le retard, je pense quand même qu'on a un petit retard. Alors, les Nord-Américains, la partie nord-américaine sont quand même vraiment assez avant-gardistes, où ont déjà implanté cette démarche là-dessus. La préparation mentale est impliquée aussi. Mais bon, après, finalement, c'est un fonctionnement de la recherche qui est assez différent du nôtre, puisque, ou même aux États-Unis, hein, les centres de recherche, les kinés sont impliqués dans les labos. Les labos, finalement, sont dans les centres de réadaptation, réhabilitation. Il y a un petit peu tout qui se mélange et forcément qui favorise l'interaction. Ce qui n'est pas encore le cas en France, mais on progresse. Et je fais une parenthèse justement sur ça. Comment ça se fait qu'on ne copie pas ce modèle qui fonctionne en France? Est-ce que c'est parce qu'il y a une inertie énorme du système? Est-ce que c'est parce que les mentalités sont différentes et que ça ne pourrait pas fonctionner? Comment toi tu le vois? Les mentalités sont différentes, certes. Alors après, c'est pas un jugement, c'est, je pense, vraiment un point de vue purement personnel. Tout ce qui est cursus universitaire et voie d'accession à la recherche publique n'est pas le même ici par rapport au système nord-américain, ou américain même. On parlait des kinés qui sont... des kinés qui sont implantés directement dans les labos. Nous, jusqu'à il n'y a pas longtemps, la kiné n'avait pas une section nationale, elle n'était pas inscrite au CNU, donc n'était pas dans les grandes sections universitaires. Donc là, ça y est, ils viennent d'avoir leur propre section CNU. Après, alors pour ce qui est du sport, si on revient un petit peu à la recherche dans le sport, c'est mis en place, il y a l'INSEP qui fonctionne très bien avec les labos qui sont sur le terrain, et sur site déjà. Donc c'est déjà, je pense, ça passe par là d'être sur le même site et de permettre un échange en permanent entre les hommes de terrain et les chercheurs. Pourquoi c'est un peu plus instauré dans le système nord-américain ou américain? Parce que c'est historique chez eux et que la performance, elle n'est pas abordée que d'un seul axe, mais il y a une vision pluridisciplinaire qui est un petit peu plus avancée que nous. Alors, je ne suis pas critique, je veux vraiment pas avoir un regard très critique sur notre démarche à nous, c'est vraiment pas le but, d'autant plus qu'on est vraiment en train de s'ouvrir et que c'est vraiment en train on communique de plus en plus sur cet accompagnement mental qu'on peut proposer à des athlètes, sur tout le travail sur la dimension mentale et la dimension cognitive et psychologique qui peut être faite. Mais je pense qu'on a encore à gagner à simplement, nous, chercheurs, nous offrir des espaces de parole et de présentation de nos travaux et de la même chose, nous, au labo, ouvrir les portes aux entraîneurs, ouvrir les portes au centre haute perf pour arriver à partager nos connaissances. Parce qu'on mieux communiquer. Mieux communiquer
et partager nos connaissances parce qu'on on en a chacun, mais aborder d'un point de vue différent. Et je pense qu'on a vraiment tout intérêt à tout mettre en commun Je pense aussi. pour faire progresser. Si on revient l'athlète. à notre sujet, on peut commencer par le profilage cognitif, si tu veux. Ouais. Qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? Est-ce que c'est un peu l'équivalent du profilage physique? Est-ce que c'est complètement différent? Alors, ça tend à être l'équivalent du profilage physique, sauf qu'on en est au balbutiement finalement du profilage cognitif. Alors, pour partir vraiment du point de départ et pour parler de ce que moi je connais, ou tout du moins ce que je fais, vraiment, on est parti de cette observation avec, encore une fois, avec le Krebs, du fait que tous les jeunes qui arrivaient au Krebs en début d'année, finalement, ils avaient une batterie de tests physiques, comme on peut avoir pour tout sportif qui fait un petit peu un bilan de son niveau en prépa physique. Et finalement, il n'y avait pas l'équivalent qui était proposé au niveau cognitif. Donc, dans un premier temps, on s'est demandé comment on pouvait avoir un profilage cognitif. Alors, ce qu'il faut arriver à comprendre, c'est que pourquoi on parle de profilage cognitif, parce que, en fait, la cognition, elle peut se saucissonner. Alors, c'est très imagé, mais forcément, c'est faux, parce que tous les processus cognitifs fonctionnent en parallèle et de façon sérielle. Mais bon, pour simplifier et métaphorer un petit peu l'organisation des processus cognitifs en sport. Donc, on peut les saucissonner entre plusieurs habiletés cognitives, plusieurs fonctions exécutives, à savoir, donc, on va parler de flexibilité cognitive, on va parler de capacité d'inhibition, on va parler de mémoire, on va parler de focalisation attentionnelle, d'attention sélective, et qui est au final l'équivalent de ce qu'on pourrait tester en prépa physique quand on fait un test un profilage physique. On ne regarde pas que la VMA, mais on regarde aussi la PMA, la capacité de force, membre sup, membre inf. Bon, là-dessus, je pense que vous êtes largement plus apte que moi à discuter là-dessus. Mais du coup, l'idée, c'était d'arriver à, quand on parle de profilage, c'est qu'il faut arriver à déterminer les capacités à différents niveaux. Le profilage cognitif revient à déterminer les capacités sur différents processus cognitifs, donc différentes fonctions exécutives. Donc, moi, ce que j'ai mis en place, c'est une batterie de tests. Alors, c'est des tests labo, c'est des tests qui sont référencés dans la littérature, des tests standards. Et finalement, donc, qui permettent d'avoir des valeurs, des scores sur les différentes habiletés cognitives. Un radar qui plaît beaucoup aux entraîneurs. Mais au-delà du fait de plaire, en fait, c'est quand même quelque chose qui est très visuel, qui est très parlant. Encore une fois, qui se rapproche du profilage physique. Donc c'est intéressant. Par contre, la difficulté à laquelle on se heurte au niveau du profilage cognitif, c'est que, en fait, dans le sens commun, au niveau physique, si tu fais un test VMA ou si tu parles d'un athlète qui a tant en VMA, ça parle à tout le monde. Un test Luc Léger, ça parle à tout le monde. Un test navette, maintenant, c'est tombé dans le sens commun en sport. Bon, quand on parle de flexibilité cognitive ou quand on parle d'une tâche go-no-go en cognitif, en disant lui il a tant de réactions, en fait ça parle à personne. Donc c'est là qu'il y a eu un travail assez important à faire pour arriver à rendre, comment je peux dire, c'est pas intelligible, mais à rendre digeste et à rendre surtout interprétable et utilisable les résultats qu'on avait sur ce profilage cognitif, pardon. Donc il suffisait pas d'un radar, il suffisait pas d'un score, mais en plus de ça, derrière, moi finalement la partie pardon, qui est pour moi la plus intéressante, c'est d'arriver à échanger avec l'entraîneur. Donc à aucun moment je renvoie le rapport à l'entraîneur pardon, en lui disant voilà les résultats de ton athlète au profilage cognitif, maintenant utilise-le comme tu l'entends. Ouais. Parce que ça n'a pas de sens, et puis en plus de ça, parce que ça ne m'intéresse pas de ne pas avoir l'interaction directe avec l'entraîneur. Donc, profilage cognitif, effectivement, mais derrière, présentation des résultats et surtout entretien à double voix avec l'entraîneur.
qui, une fois passé la phase d'acculturation, de présentation de ce processus de traitement de l'information, de cette notion de conflit entre le temps de réaction et finalement la précision de la réponse, et ben, au final, l'explicitation des résultats de l'athlète, elle avait de sens pour moi que quand elle était mise en confrontation avec le regard terrain de l'entraîneur. Et là, c'est devenu super intéressant parce qu'on a réussi à faire parler des tests labo, qui restent vraiment des tests labo derrière un ordinateur, standardisés, qu'on avait sortis du labo chez des athlètes. Alors, c'est fait, hein, je suis loin d'être la première à l'avoir proposé. Hein, ça commence vraiment à sortir énormément dans la littérature. Mais ce qu'on trouve peu, c'est cet échange avec l'entraîneur et c'est venir mettre en commun finalement la connaissance de l'entraîneur, la connaissance terrain de l'entraîneur, la connaissance de la logique interne que peut avoir l'entraîneur, que moi j'ai pas, la connaissance qu'il a de l'athlète qui l'accompagne de par toute l'expérience qu'il a, et venir coller à ça finalement des données scientifiques qui permettent de normer un petit peu les connaissances de terrain de l'entraîneur et venir mettre de la métrique sur des observations empiriques. Donc ça, c'est quand même assez nouveau. Forcément, ça sort des standards de publication puisqu'on n'est plus dans une méthode très protocolaire avec une méthode expérimentale. Voilà. Bon, ça n'est suivi forcément la question du transfert. C'était une des futures questions. Voilà. Et même les entraîneurs, la première question qu'ils avaient à la fin de l'entretien et à la fin de la restitution des résultats de leur athlète, ils me disent bon, c'est super, j'ai appris tout plein de choses, mais maintenant, qu'est-ce que j'en fais ? Au même titre qu'un préparateur physique qui reçoit les résultats d'un test physique et qui va se dire bon, ok, maintenant, réfléchissons au protocole d'entraînement en prépa physique. Donc là, on a attaqué une deuxième partie du projet, hein, pour essayer de résumer tout ça, mais on a la particularité du sport, c'est quand même que l'athlète est en mouvement, et la particularité des processus cognitifs, c'est que c'est quelque chose qui ne s'observe pas directement, puisque notre cerveau est une jolie machine, mais ça reste une boîte noire quand même assez obscure, qu'on ne peut pas forcément mettre un casque EEG sur des athlètes à l'entraînement et derrière recueillir des gigas et des gigas de data. Pour le moment. Pour le moment. Donc, dans un premier temps, on a développé, on poursuit. Le profilage cognitif qui était fait avec des tests standards qui ont été validés scientifiquement, on les a transférés sur des tests terrain. De sorte à mobiliser les capacités cognitives de l'athlète tout en mobilisant ses capacités motrices. Donc, qui nous permet donc de dissocier la composante cognitive et la composante motrice dans une action sportive, quelle qu'elle soit. Et derrière, un profilage cognitif, pourquoi ? Pour arriver à structurer, protocoliser et orienter un protocole d'entraînement cognitif au même titre qu'on protocolise un entraînement physique. Voilà, donc ça pareil, ça passe par des discussions avec les entraîneurs, ça passe par une acculturation de tout ce qui est fait actuellement dans la littérature et qui commence à vraiment avoir des résultats intéressants sur qu'est-ce qu'un protocole d'entraînement cognitif, qu'est-ce qu'on doit faire, comment on manipule les contraintes, combien de fois par semaine on doit demander à l'athlète lui proposer un entraînement cognitif, est-ce que c'est de l'entraînement cognitif intégré ou est-ce que c'est de l'entraînement cognitif non intégré ? Donc là, forcément, on revient sur la question du transfert. Comment on mesure la charge cognitive inhérente au protocole d'entraînement cognitif qu'on a proposé à l'athlète. Enfin, donc ça, c'est toutes les questions d'actualité. La difficulté, souvent, c'est qu'on n'avance pas à la même échelle temporelle que les entraîneurs, parce que les entraîneurs, et ce qui se comprend, hein, ils ont une... Ça va très vite. Ça va très vite et ils sont dans une logique de performance. Donc, le but, c'est vraiment d'accompagner l'athlète sur une optimisation de la performance optimale et la plus rapide possible. Sauf qu'ils ont des questions très, très concrètes de terrain et il faut du temps pour explorer, pour expérimenter différentes choses
voilà, c'est Et peut-être analyser aussi... aussi, parce que c'est quelque chose de compliqué. Et analyser les datas, ouais, complètement. Parce qu'on l'oublie souvent, mais l'analyse prend peut-être autant de temps que la manip. Complètement. Complètement. Et au-delà de l'analyse, c'est... alors, l'analyse en tant que telle, oui, mais c'est surtout ce que moi j'appelle la phase de digestion des résultats. Et donc, d'interprétation, nous, avec notre regard théorique et scientifique, et après, la façon de diffuser les résultats à l'entraîneur, et encore une fois, hein, et de répondre à sa question, ok, bon, ben, ça c'est super, mais qu'est-ce que j'en fais, quoi. Ouais. Donc, c'est la question préférée des entraîneurs. En tant que prépa physique, on nous le pose aussi. Ouais. Et Ouais. Mais je me permets de rebondir moi, je l'entends. Hein. Parce que ça va intéresser les entraîneurs qui nous écoutent. Mais à quoi ça ressemble finalement un entraînement cognitif? Est-ce que justement c'est du, comme tu disais, là, le go-no-go? Est-ce que c'est du travail de neurotracker, donc avec les balles qui apparaissent à l'écran et on touche le plus vite possible, on essaie de retenir? Est-ce que ça c'est toujours d'actualité? Est-ce que c'est utile? Et sinon, à quoi ça ressemble un entraînement cognitif? Okay. Alors, je vais faire une réponse à tiroir et je vais faire une réponse très personnelle. Donc, c'est mon point de vue. Donc, des fois, qui peut être décorrélé de l'actualité scientifique et des publications actuelles. Mais c'est vraiment tel que moi, je l'entends et tel que moi, j'aimerais le promouvoir. Donc, il y a deux types d'entraînement cognitif. Il y a l'entraînement cognitif décontextualisé du terrain, tel le neurotracker. Et il y a l'entraînement cognitif que moi j'appelle l'entraînement cognitif intégré, comme on peut faire de la préparation mentale intégrée ou de la préparation physique intégrée. Pour ce qui est de l'entraînement cognitif décontextualisé, alors ça c'est très intéressant. C'est hyper intéressant. Maintenant, il y a des preuves scientifiques comme quoi ça marche. Effectivement, il y a une plasticité cérébrale qui se met en place au bout d'un certain nombre de séances, au bout d'un certain nombre de temps. Voilà. Le neurotracker, il a en plus cette particularité, cet avantage que de pouvoir augmenter petit à petit la complexification de la tâche, tel ce qu'on appelle les protocoles en staircase, donc en fait en escalier. Dès que l'athlète a réussi à un certain palier, on lui propose le palier supérieur en termes de complexification, de niveau de complexité, de difficulté au-dessus. Donc c'est hyper intéressant parce que ça peut être évolué, ça reste modifiable et évoluable dans le temps. Maintenant, à mon sens, que ça, c'est pas suffisant. Donc c'est intéressant si derrière il y a quand même des ateliers ou des exercices purement type intégrés à l'activité. Après, il y a aussi un intermédiaire. Hein. Moi, je propose souvent que de faire du neurotracker. Ok, on est devant son ordi, devant l'écran, mais on peut aussi, pendant que l'athlète a cette tâche perceptivo, c'est juste que du visuel d'ailleurs, perceptivo-décisionnel ou perceptivo-mnésique, il peut aussi avoir une activité motrice en lien avec la logique interne de son activité. L'idée étant de rendre cette tâche visuelle en une tâche visuomotrice, parce que la particularité du sport, c'est que c'est quand même une activité visuomotrice pour la plupart des sports. Donc, on prélève de l'information pour derrière prendre une décision sur l'action à accomplir et finalement entraîner que le côté perceptif et en supprimant le côté décisionnel pour l'action à venir, je trouve que c'est dommage. Encore une fois, c'est mon point de vue. Et encore une fois, ça a un intérêt, vraiment, et il y a des super résultats. Mais moi, si j'avais un message à faire passer, c'est ne faites pas que ça. Si vous avez la chance d'en avoir dans votre centre, utilisez-le. Mais ne faites pas que ça. Réfléchissez au nombre de séances que vous proposez et à la fatigue que ça incombe et sur combien de temps vous le tenez. Alors, effectivement, il y a des effets, il y a des effets positifs et des effets bénéfiques, mais c'est quelque chose qui diminue dans le temps. Hein. Donc, quand on s'arrête, forcément, comme on arrête de le stimuler, ça redescend, si on parle assez simplement. Donc, utilisez-le, mais utilisez-le en l'adaptant à votre pratique. Après, moi, cet entraînement cognitif décontextualisé du terrain, ça
ça peut être intéressant. Le truc, c'est que, en fait, le neurotracker, bon, pour continuer à parler sur le neurotracker, mais ça va entraîner qu'un type d'habileté cognitive. Et d'où le but d'un profilage cognitif, c'est qu'un athlète, selon le sport qu'il fait, selon son poste sur un terrain, s'il fait du sport co, ben finalement, il va pas mobiliser les mêmes fonctions exécutives, les mêmes habiletés cognitives qu'un autre athlète. Et ça, donc, il faut déjà être quand même bien en accord avec les contraintes cognitives de l'activité. Parce que selon l'activité, en fait, le neurotracker, en fait, ça aura juste aucun sens parce que ça vient mobiliser une habileté cognitive qui est absolument pas mobilisée sur le terrain. Et ensuite, au final, si on se rend compte que que sur un profilage cognitif, ben, c'est pas l'habileté cognitive qu'on entraîne sur le neurotracker qui est déficiente ou tout du moins qui est moins bien scorée qu'une autre, ben, pourquoi on va aller entraîner celle-ci? Donc, je pense que... Mais au même titre, finalement, le parallèle avec l'entraînement physique, il peut être fait de façon systématique, sauf que pour l'instant, on n'a pas encore tout le recul et toute l'expérience qu'on a en prépa physique. Alors ça, c'était pour l'entraînement cognitif décontextualisé. Je vais essayer de garder la structure dans tout ce que... Sinon, je t'aiderai à reprendre si besoin. Une dernière chose, par contre, que je pense qui peut être intéressant à soulever, c'est l'entraînement cognitif décontextualisé du terrain. Ça peut être aussi hyper intéressant si derrière, on fait un entretien avec l'athlète, alors avec des techniques d'entretien plus ou moins précises et rigoureuses, mais par exemple, un entretien d'explicitation où on essaye vraiment à l'athlète de lui faire procéduraliser un petit peu tout ce qu'il a fait, ça lui permet de verbaliser sur les stratégies qu'il a mis en place, sur finalement quelque chose qui est a priori inconscient. Parce que quand tu es devant le neurotracker et qu'il faut que tu enregistres que tu suives ces balles et en fait, rapidement, ça devient la prise de décision intuitive plutôt que de la prise de décision rationnelle. Et l'athlète, il finit et puis il sort et puis il s'en va. Alors que je pense que juste après la séance, si on met en place un protocole, un entretien d'explicitation où on force l'athlète à verbaliser sur ce qu'il a fait, les stratégies qu'il a utilisées. Alors, c'est une technique d'entretien assez spécifique parce qu'il faut aller chercher le procédural qui est normalement non verbalisable. Mais je pense que ça peut être vraiment intéressant pour que l'athlète intègre et prenne conscience de ses propres stratégies visuelles. Donc ça, c'est encore une fois, c'est du lore. Hein. Ça serait dans un monde idéal ce que moi je pourrais proposer. D'où l'intérêt forcément à l'entraîneur d'avoir cette formation supplémentaire en technique d'entretien ou préparation mentale ou pour aller creuser un petit peu sur l'athlète, sur les stratégies de l'athlète. L'idée étant toujours derrière, moi je prône l'autonomie de l'athlète. Et moi, je pense qu'au plus l'athlète se connaît, au mieux il a de chances de performer. Et donc, arriver à prendre conscience des stratégies, finalement, c'est connaître son mode de fonctionnement au niveau visio-moteur. Et du coup, c'est être plus autonome et c'est être moins dépendant des feedbacks d'un entraîneur après sur le terrain. Et on en parlait tout à l'heure en off des feedbacks. Donc ça, c'est pour l'entraînement non terrain. Maintenant, pour l'entraînement terrain, là, il y a plein de choses à faire. Et là, c'est génial parce qu'il y a vraiment de quoi s'éclater. Il y a un truc à retenir, c'est que en entraînement cognitif, peut-être à la différence de l'entraînement physique, c'est qu'on ne peut pas faire de dégâts. Et alors, je ne veux pas faire le raccourci, je ne veux pas que soit fait le raccourci sur le fait qu'en prépa physique, en entraînement physique, on peut faire des dégâts. Mais ce qui est le cas. Hein. Je prends la responsabilité, c'est le cas. Mais en entraînement cognitif, au pire, si dégâts il y a, et dégâts entre de gros guillemets, c'est juste de la fatigue cognitive. Et derrière, c'est sûr que si c'est un amont d'un gros entraînement, l'athlète va être fatigué cognitivement parlant, et forcément, derrière, ça risque d'entraîner des blessures ou tout du moins une moindre performance à l'entraînement. Mais si ça reste fait dans des proportions tout à fait classiques et tout à fait normales, en fait, on ne peut pas faire de dégâts. Donc là, j'ai
moi, ce que je dis à l'entraîneur, c'est en fait, lance-toi, teste, expérimente, fais des trucs. Maintenant, il y a de plus en plus de choses. Donc, on parlait des Fitlight tout à l'heure, on parlait des... maintenant, il y a plusieurs petites applications toutes simples qui affichent des couleurs, donc avec un système de plots avec différentes couleurs. On peut faire de la prise de décision, on peut faire de l'inhibition motrice, on peut faire du temps de réaction, mais qui est plutôt du temps de réaction de choix, où en fait on stimule l'athlète dans des zones où il n'a pas l'habitude d'être stimulé. Et en plus de ça, parce que alors moi, j'ai pas une approche de l'entraînement cognitif très classique ou très monocentrée sur l'entraînement cognitif, mais moi, souvent, je propose également de faire un entraînement qui favorise, enfin moi, je crois énormément à la variabilité comportementale. Donc, il y a des nouvelles approches maintenant, donc pour pas les citer, mais il y a Rob Gray qui a beaucoup travaillé sur la constraints-led approach. Il y a aussi le differentiate learning, qui est donc l'apprentissage différencié, qui est bien prôné et qui est en football, par exemple. Il est vraiment énormément développé. Donc, au-delà de l'entraînement des capacités cognitives, toutes ces techniques d'entraînement, d'apprentissage diversifié, de décontextualisation, de sortir l'athlète du processus de répéter toujours le même geste, toujours dans les mêmes conditions, faire varier. On proposait, enfin, il y a un exemple, il y a des vidéos qui tournent sur Internet de Djokovic qui s'entraîne à la volée, à renvoyer en faisant un rebond de son côté du terrain avant de renvoyer la balle. Donc, on change les règles du jeu, on change les contraintes, on fait courir un footballeur en faisant un dribble, en ayant les bras croisés ou en ayant les bras derrière le corps. Donc, on déstabilise l'équilibre biomécanique, on déstabilise aussi la prise d'information, on joue avec des gros ballons, on change la taille du ballon. Finalement, on déstabilise l'athlète, parce qu'au-delà de déstabiliser la logique interne de l'activité, en fait, on déstabilise l'athlète pour l'obliger à aller explorer des zones qu'il n'a pas l'habitude d'explorer. Alors, ça fait peur. ça peut questionner. Et la première question qu'on a généralement, c'est « mais mince, en fait, je vais déstructurer l'habileté motrice et l'habileté technique qu'il a mis des années à apprendre ». Mais le truc, c'est qu'il faut pas le voir du côté déstructuration et du côté de ce qu'on perd, mais il faut le voir du côté de ce qu'on va gagner. Et voilà, ça élargit le répertoire comportemental, ça élargit en termes de biomécanique, ça élargit le champ d'action, ça élargit l'amplitude articulaire qu'on peut aller rechercher. Et finalement, ça crée un athlète... Enfin, ça crée. Non, j'aime pas le terme « ça crée », mais ça peut offrir la possibilité d'avoir un athlète qui est plus adaptable. Et je pense qu'il est particulièrement important. Donc, ça, c'est la partie comportementale, mais qu'on peut aussi déstabiliser via des exercices cognitifs. Donc, alourdir la charge attentionnelle, la charge informationnelle, lui faire quelque chose tout en lui demandant de faire un calcul mental ou tout en lui récitant quelque chose et en lui demandant de mémoriser tout ça. Donc, franchement, les entraîneurs, éclatez-vous, créez. Alors, j'ai une forte tendance à les pousser vers une approche très créatrice, très pleine de créativité, pleine d'invention, pleine d'innovation. Et déjà, pour créer l'adhésion des athlètes, et ensuite, revenir à des protocoles un petit peu plus normés en ayant des exercices spécifiques à chaque habileté cognitive qu'on va entraîner. Donc, c'est là que nous, on accompagne les entraîneurs. C'est quelque chose qui se fait en co-construction avec les entraîneurs, parce que moi, je n'ai pas la capacité à créer un exercice de toute pièce, parce que je n'ai pas les connaissances sur l'activité. Les entraîneurs, la plupart du temps, en fait, ils en font déjà. Et donc, c'est l'avantage de tous ces échanges, parce qu'ils en font déjà, mais ils en font sans peut-être avoir étiqueté, là, dans tel exercice, c'est l'inhibition motrice que j'ai entraînée. Là, dans tel exercice, c'est plus la mémoire procédurale. Donc, chez eux, c'est un peu tout fouillis et tout confondu, sauf qu'ils en font déjà. Et ils en font déjà, mais à petite dose ou au milieu d'un entraînement classique. Et là, il y a plusieurs options. Soit vraiment, on dédie
une partie de l'entraînement à cet entraînement cognitif, et ensuite on enchaîne sur l'entraînement classique. Soit on fait de l'entraînement cognitif au sein de l'entraînement classique. Et donc ça, c'est sur le terrain, ou tout du moins en salle de prépa physique, mais où il y a du mouvement. Vraiment, il y a du mouvement. Donc on essaye de se rapprocher le plus possible de l'activité. On parlait tout à l'heure de LED lumineux. Donc effectivement, au début, on peut travailler avec des systèmes de BlazePod, ou pour ne pas les citer, ou autres. Mais au fur et à mesure, essayer d'intégrer de plus en plus de contraintes ou de matériel liés à l'activité. Donc, si c'est du sport co, commencer à rajouter le ballon petit à petit. Et puis, si on travaille sur l'incertitude, commencer aussi à rajouter finalement, non plus de l'incertitude artificielle telle que je l'appelle, mais rajouter des adversaires, donc rajouter de l'humain et rajouter des stimuli qui sont en lien direct avec ce qui va se passer sur le terrain. Voilà, après le but, c'est tout simple. De toute façon, le processus de traitement de l'information en sport, il répond à 3 types d'incertitudes: spatiale, événementielle et temporelle. Donc le but pour un athlète, selon l'activité, bien sûr, ça va être toujours de répondre à de l'incertitude temporelle, donc quand l'adversaire va attaquer. Incertitude événementielle, donc comment il va attaquer, quel geste il va... Enfin, en judo, par exemple, quelle prise il va placer, ou en tennis, quel type de coup il va placer. Donc incertitude temporelle, incertitude événementielle et incertitude spatiale. Où est-ce qu'il va placer son attaque? Donc en tennis, est-ce que c'est du fond de court ou est-ce que c'est au filet? En handball, le goal, il va pouvoir se demander est-ce que c'est dans la lucarne droite, lucarne gauche, bref. Et donc, au plus on aura placé les athlètes à l'entraînement dans des situations où il y a un maximum d'incertitude, au plus on aura développé leur prise de décision intuitive et leur capacité perceptivo-motrice à capter la bonne information et à prendre la bonne décision. Et si en plus on a élargi leur éventail comportemental et leur répertoire comportemental, ils auront d'autant plus de flèches à leur arc ou de réponses possibles dans toutes les situations, quel que soit le niveau d'incertitude prononcé. Ok. Je ne sais pas si c'est... Ouais, c'est super clair. Si c'est en clair. fait, tu as anticipé 3 des questions que j'avais, donc j'en pose une 4e. Désolée. Non, au contraire, c'est trop bien. J'avais lu il y a quelques temps que... Alors, c'était une étude sur les gardiens, mais on le retrouve dans plusieurs sports. Je sais qu'il y a eu plusieurs études sur ça, sur justement la prise d'information, qui est en cible, du coup, la prise de décision. Mm-hmm. Et il y avait des études sur des gardiens amateurs, donc je vais dire n'importe quoi, je ne connais pas le niveau en foot, mais niveau départemental, et des internationaux. Mm-hmm. Et en fait, on se rendait compte que les internationaux, ils regardaient telle partie du corps, et que les débutants regardaient telle autre chose. Sur le judoka, que je connais un peu, plutôt pas trop mal, il y a un gros travail visuel sur le revers. Alors qu'instinctivement, les débutants regardaient plus les mains ou les pieds, etc. Et comment est-ce que se fait ce changement? Est-ce que c'est quelque chose qui vient avec l'expérience? Est-ce que c'est quelque chose d'inné? Et c'est ça qui fait aussi leur capacité supérieure. Et si c'est pas inné, est-ce que c'est entraînable? Ou est-ce qu'il faut l'entraîner ou le laisser faire? Voilà. La question est un peu large, mais... Alors, je ne me prononcerai pas sur la partie inné-acquis parce que c'est un large débat et en plus, je pense qu'il n'y a pas de consensus. Enfin, c'est pas aussi marqué que c'est soit inné, soit acquis. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, la prise d'information n'est pas la même chez l'expert que chez le novice. Et donc là, je reviendrai tout à l'heure aussi sur l'expertise et le fait de se spécifier, de se spécialiser dans un sport le plus tard possible. Mais pour en revenir à cette notion de prise d'information, finalement, donc, la prise d'information, qui est la phase perceptive, c'est la première phase dans le processus de traitement de l'information. Et clairement, il a été largement montré, comme tu le dis, que le profil de perception d'un expert est un profil de perception où lui, il va directement chercher l'information pertinente et il la traite beaucoup plus en profondeur par rapport à un novice qui n'a pas encore eu toute cette éducation à l'attention sur l'information pertinente. Et du coup, il va avoir un profil perceptif qui est beaucoup plus
en termes de... Moi, je parle il butine, en fait. Donc, il va prélever plusieurs informations sur tout le corps de l'adversaire. Et en passant très peu de temps sur chaque zone informationnelle qu'il perçoit. Donc, du coup, il n'y a pas de traitement en profondeur. Mais par contre, il passe plus de temps à balayer un petit peu tout ça. Bon, il a été clairement montré que c'est pas la stratégie perceptive la plus optimale. Forcément. Voilà. Après, en plus de ça, dans de nombreux sports, et le judo, par exemple, il y a un gros enjeu temporel. Hein. Donc, il y a un niveau de réactivité temporelle qui est primordial pour arriver à pas se faire passer, ou à placer son attaque avant l'adversaire. Donc, finalement, il y a aussi tout ce qui est phénomène d'anticipation. Et tout ça, alors l'anticipation, oui, ça s'entraîne, c'est de l'expérience. Le profil perceptif, et à savoir aller chercher l'information pertinente, aussi, ça s'entraîne. Alors ça s'entraîne, encore une fois, décontextualiser du terrain avec des séquences vidéo ou avec tout ce qu'on appelle toute la partie appauvrissement informationnel. Donc, clairement, hein, on passe une vidéo et puis on coupe la vidéo à un certain moment et on demande à l'athlète de prédire la suite de la vidéo. Et on peut imaginer sur la vidéo de masquer certaines parties du corps et de demander à l'athlète de prédire. Et forcément, si on a masqué la zone du corps qui est pour lui hyper importante en termes de prélèvement de l'information, il ne va pas réussir à prédire la suite de la séquence. Donc, ça, c'est un type d'entraînement qui est possible. Donc, l'appauvrissement informationnel sur vidéo. Voilà. Sur le terrain, il y a des petits devices qui ont été développés. Il y a des lunettes stroboscopiques maintenant qui sont utilisées de temps en temps, qui obstruent la vision à une certaine fréquence. Donc, c'est quelque chose qui est réglable. Et forcément, ça demande à l'athlète de s'adapter et du coup d'avoir une prise d'information très, très rapide et très ciblée de suite. Donc, ça resserre et ça cale, ça redirige vers l'orientation de l'attention, l'information pertinente. Donc ça s'entraîne, encore une fois, moi je pense que ça s'entraîne en faisant varier les conditions de pratique et en déstabilisant vraiment, moi le maître mot c'est la déstabilisation de l'athlète pour l'obliger à s'adapter. Donc là, comme tu peux envisager si l'idée c'est petit à petit d'orienter vers l'information pertinente, encore faut-il connaître vraiment l'information pertinente dans l'activité. Donc en judo, tu peux demander dans des séquences d'entraînement à l'adversaire de faire des feintes, de brouiller ce qu'on appelle l'information contre-intuitive, donc de brouiller un maximum de messages pour brouiller la prise d'information, pour perturber la prise d'information chez toi quand tu t'entraînes. Tu peux aussi lui demander de répondre à l'inverse de ce qu'il aurait répondu spontanément, tu vois, pour essayer de... Là, on parle d'incompatibilité entre le stimulus et la réponse. Donc, tu perturbes et au final, en perturbant, tu crées de la diversité et tu crées des connexions neuronales et tu exploites des zones qui sont non exploitées. Donc, oui, ça s'entraîne. Ensuite, là-dessus, sur cette notion d'éducation de l'attention, ou sur comment, finalement, si on est sur une logique de performance, souvent le but, c'est de gagner du temps dans l'entraînement. Donc, comment on peut gagner du temps ? Souvent, dans ces cas-là, on donne alors, je réfléchis à comment l'exprimer, mais souvent, pour gagner du temps, on laisse une place à l'entraîneur qui est beaucoup plus importante dans le parcours de développement cognitivo-moteur de l'athlète, dans le sens où l'entraîneur lui donne énormément d'informations, énormément de retours, énormément de feedback, ou énormément... donc, on est dans l'apprentissage explicite, même s'il est expert. Et
Et là-dessus, si dans un premier temps, on peut avoir tendance à penser que ça permet de gagner du temps sur l'apprentissage et sur l'entraînabilité de l'habileté, peut-être que ça permet de gagner du temps, mais de notre côté, ça fait perdre en capacité d'autonomie de l'athlète. Donc j'y reviens, on en a parlé tout à l'heure. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si l'entraîneur lui dit directement, c'est pas dans les jambes, c'est pas au niveau des jambes qu'il faut que tu regardes, mais c'est au niveau de l'épaule et précisément à ce niveau-là de l'épaule qu'il faut que tu regardes. L'athlète, il perd toute sa capacité d'auto-évaluation et d'auto-exploration de l'environnement, des sources informationnelles qui pour lui sont pertinentes, mais il perd aussi tout ce qui est capacité d'auto-évaluation de sa propre prestation. Et là, c'est peut-être finalement... Alors, c'est pas un warning, mais c'est une parenthèse sur toutes ces notions de feedback qu'on peut donner à l'athlète. Dans un premier temps, si on a l'impression que ça permet de raccourcir les habiletés qu'on essaye de lui transmettre, au final, on lui enlève vraiment cette capacité d'auto-évaluation, de ressenti. Moi, je crois vraiment en un athlète qui finit un geste. Je pense souvent à la perche parce qu'on a cette image de Lavellini qui tournait de suite la tête vers son entraîneur en Cosse et qui lui demandait, qui cherchait l'approbation ou qui cherchait les retours de l'entraîneur. Bon, là, on est dans un cadre compétition de très haut niveau, effectivement, mais finalement, si à l'entraînement, dès que l'athlète a fini, il se tourne et l'entraîneur lui donne un feedback sur ce qu'il vient de faire, déjà, l'athlète, il n'a même plus le temps d'avoir sa propre évaluation de ce qu'il vient de produire. Il n'a plus le temps d'évaluer les sensations qu'il vient de ressentir. Donc ça, en préparation mentale, c'est quelque chose qui est assez important de permettre à l'athlète de se connecter à ses sensations et de mieux se connaître, finalement, quoi qu'il en soit. Et voilà, donc il a plus la possibilité d'avoir cette partie d'introspection motrice. Moi, j'aime bien cette notion. Et de se dire, OK, bon, ben là, qu'est-ce qui s'est passé ? Comment j'étais ? Est-ce que j'ai déclenché au bon moment ? Quelles conséquences ça a eu sur la suite de mon geste ? Voilà. Ça n'empêche après de débriefer avec l'entraîneur, bien sûr, mais vraiment essayer de faire des sessions d'entraînement. Alors, on parle de feedback. Soit feedback à la demande. À ce moment-là, c'est l'athlète qui demande quand est-ce qu'il a besoin du feedback. Soit de répétition massée sans aucun feedback. Et par contre, avoir un gros débrief à la fin avec l'entraîneur. Mais ça a été montré dans la littérature, au fur et à mesure qu'on avance dans l'expertise, se détacher de ce feedback systématique. Voilà. Bon, après, là, on parle du feedback, de la fréquence du feedback. Après, il y a aussi la nature du feedback et qu'est-ce qu'on dit. Mais voilà. On peut basculer sur le feedback. Je reviendrai après sur l'entraînement cognitif. OK. Donc, on y est. Donc, oui, tu dis que donner trop d'informations, parce qu'en fait, le feedback, en français, c'est un retour d'information, quoi, si on peut dire. Ouais. Donc, l'avis de l'entraîneur sur ce que vient d'accomplir le sportif. Que ce soit bon ou mauvais, d'ailleurs. À quoi ça sert, concrètement, de donner son avis en tant qu'entraîneur à l'athlète ? Et est-ce que c'est utile ? Alors, utile, je pense que j'aurais pas de réponse tranchée. Et après, encore une fois, ça dépend beaucoup des activités, enfin du sport. Donc, à quoi ça sert un retour d'information, un feedback ? Ça sert à avoir une description du geste avec une personne extérieure. Donc déjà, la prise de vue est pas la même. Et ça permet donc on parle de feedback extrinsèque dans ces cas-là. Et ça permet à l'athlète de recevoir une description de ce qu'il a fait par un tiers qui a des compétences techniques et gestuelles hyper développées, et donc il y a cette capacité de lui faire des feedbacks.
il y a un point assez intéressant à discuter quand on discute de feedback, c'est finalement le feedback, quand il est donné par l'entraîneur, c'est un feedback qui, quoi qu'il en soit, reste un feedback via le prisme de l'entraîneur. Donc, les entraîneurs travaillent énormément là-dessus, et moi, je les encourage vraiment à essayer d'avoir un feedback le plus neutre possible. Mais quoi qu'il en soit, la réalité qu'ils ont observée, eux, ça reste leur réalité via leur prisme à eux et via leur expérience, via leurs connaissances, via leurs attentes. Qui fait que pour avoir un feedback objectif, je dirais pas c'est compliqué, mais c'est pas évident. Ou tout du moins, il y a certaines précautions à prendre pour s'assurer, ou pour essayer de tendre vers un feedback le plus objectif possible, sans induction et sans biais des attentes ou autre biais qui peut transparaître. Donc ça, c'est le feedback sur l'instant. Après, on peut aussi discuter de feedback via une analyse vidéo. Donc, les athlètes, ils travaillent énormément avec l'analyse vidéo maintenant. Donc, ils se font filmer et ils font derrière un débrief tout seul ou un débrief avec l'entraîneur. Donc, ce qui est intéressant, là, je parle d'analyse vidéo de leurs propres gestes. Parce qu'en sport co, il y a aussi souvent travaillé sur des séquences de vidéos des autres pour essayer de comprendre les stratégies de jeu des autres. Donc là, quand on parle d'analyse vidéo de soi, c'est aussi intéressant. Ce qu'il faut savoir, c'est que par contre, on va se placer, quand on fait de l'analyse vidéo, sur ce qu'on appelle un mode dissocié, qui est plus moi, je me vois en train de faire, ce qui peut être fait en imagerie mentale, par exemple, ce qu'on appelle l'imagerie associée. Mais moi, je me vois telle une caméra sur le côté, et ce qui a été fait et qui regarde mon geste. Donc déjà, il y a une histoire d'angle de vue, une histoire de distance, une histoire qui est à prendre en compte. Donc, quoi dire sur le feedback ? J'en ai oublié ta question, je pense. Mais donc, à quoi ça sert ? Je pense que c'est bon. Et qu'est-ce que c'est un feedback ? Donc, c'est ça. Tu as répondu. Ouais. Et une question, quand, pareil, je prends un sport de combat, par exemple en MMA, quand l'entraîneur va montrer techniquement quelque chose sur un partenaire, est-ce que c'est une forme de feedback ou pas ? Oui, complètement. C'est ce qu'on appelle apprentissage par modèle, ou feedback par modèle. Alors, ça peut être intéressant. Bon, tu as compris ma logique, de rendre l'athlète autonome et d'essayer de lui faire le mettre dans des dispositions où on lui permet de ressentir lui les choses. Donc, la même chose qu'un feedback de l'entraîneur, un feedback verbal de l'entraîneur sera biaisé, entre guillemets, encore une fois, par son expérience. Finalement, un entraîneur qui montre un geste, c'est son geste, c'est son habileté motrice à lui, c'est sa technique à lui. Et avec son répertoire comportemental à lui, avec son ses données anthropométriques à lui. Et alors, je ne doute pas du fait que ça peut être intéressant sur certains points. Alors là, comme ça, spontanément, en plus en MMA, que je ne connais pas du tout. Ça se fait dans beaucoup de sports. Mais ça se fait dans beaucoup de sports. Oui, ça se fait dans beaucoup de sports. Je pense que ça... Après, tout dépend le niveau d'expertise de l'athlète. Tout dépend l'objectif. Tout dépend qu'est-ce qu'on veut transmettre via cette pratique à l'athlète. L'athlète qui est expert, on parlait de la Villeni tout à l'heure, je pense qu'il doit regarder du plantiste sauter, mais je ne suis pas sûre qu'à l'entraînement, son entraîneur lui montre exactement quoi faire. Ça peut être intéressant, juste en gardant des précautions sur le fait
un geste qui est produit par quelqu'un et qui est considéré comme un modèle, ben, c'est le geste qui est propre à la personne qui le produit et qui le donne. Et l'athlète, finalement, s'il reproduit, il a quand même ça à avoir en tête sur le fait que c'est peut-être un modèle qu'on lui a dit, mais lui, il faut aussi qu'il s'approprie son propre geste et qu'il aille chercher, certes, des informations dans le modèle qu'on lui a transmis. Mais voilà. Après, il peut être aussi intéressant, si on veut vraiment pousser, de travailler sur le profil VACOG ou VAC de l'athlète. Donc, en termes de préférences sensorielles, on sait qu'il y a des athlètes sur les techniques d'apprentissage qui sont plus orientés et plus favorisés vers du visuel. Il y en a qui sont plus auditifs, il y en a qui sont plus kinesthésiques. Donc forcément, si on creuse un petit peu et qu'on essaye de travailler sur ce profil VAC de l'athlète, et ben, après, on pourra adapter les stratégies d'entraînement pour essayer d'orienter vers son profil préférentiel ou justement de le déstabiliser pour aller voir quelles conséquences peut avoir l'exploration de notre modalité sensorielle chez lui. Ouais. Ce profil VAC, tu l'inclus dans le profil cognitif ? Non, je ne l'inclus pas dans le profil cognitif. Je l'inclus dans les accompagnements en préparation mentale. Ok. Et je l'inclus dans l'accompagnement en préparation mentale parce que donc là, on parlait de l'entraîneur. Ça peut être intéressant qu'il connaisse effectivement le profil VAC de son athlète pour trouver un mode de communication qui lui permette une communication la plus synchronisée possible en termes de modalités sensorielles. Mais je l'inclus surtout en PM, en préparation mentale, c'est le raccourci qui est souvent fait en PM. Pour l'athlète, surtout pour qu'il se connaisse et qu'il connaisse ses préférences à lui. Okay. Et ça peut l'aider pour apprendre ses cours s'il fait des études. Ça peut l'aider pour sa vie en général. C'est ça, optimiser ses capacités de concentration et voilà. Ok. Je reviens sur les feedbacks, on parlera de prépa mentale juste après. Ouais. Le type de feedback, finalement, de ce que tu m'en dis, j'ai l'impression que ça dépend un peu du type de management de l'entraîneur. Est-ce que je me trompe ? Non. Non, je pense que c'est plurifactoriel. Ça dépend, certes, oui, du type de management de l'entraîneur. Ça dépend du niveau de l'athlète. Ça dépend de l'âge. De l'âge, bien sûr. Beaucoup. Même des âges. Des âges, tout à fait. Et c'est peut-être un des premiers points. Ça dépend de l'expérience que l'athlète a dans l'activité. Ça dépend du passé sportif de l'athlète. Parce que s'il y a eu une diversification d'activités jusqu'à tard et qui s'est spécialisé très tard, forcément, il n'aura pas la même ouverture d'esprit ou capacité à capter les feedbacks que s'il fait la même activité depuis qu'il est tout petit, qui s'est hyper spécialisé très, très jeune. Et ça dépend aussi de l'objectif de la séance avec feedback, bien sûr. Ça dépend de plein de choses. J'étais en train de penser aux activités très codifiées, donc gym ou natation synchro. Natation synchro, t'imagines, il y a la moitié de choses qui se fait sous l'eau, en fait, et la partie immersive, enfin la partie émergée, c'est la seule chose qu'on voit. Forcément, il y a des choses hyper intéressantes à faire sur le feedback de l'entraîneur. Donc là, dans ces cas-là, je pense qu'il est inévitable. Voilà, moi, je dis pas arrêter les feedbacks, surtout pas. Je dis juste réfléchissez, enfin essayez de réfléchir à chaque fois que vous donnez un feedback. Pourquoi vous le donnez ? Quel est l'objectif du feedback ? Quel est ce que vous voulez transmettre ? Quelle est la transformation que vous espérez chez l'athlète via ce feedback ? Quelle est la correction que vous espérez chez l'athlète via ce feedback ? Et en quoi vous souhaitez que l'athlète soit autonome dans la production de son geste ? Et Justement, en pédagogie, on nous disait que finalement la meilleure façon d'apprendre, c'était de trouver soi-même. Donc qu'on ne nous mâche pas le travail, mais qu'on ait cette capacité de réflexion pour arriver au résultat.
Un peu comme en mathématiques, si on nous fait une démonstration ou si on va la chercher. Euh, Est-ce que le meilleur, entre guillemets, des feedbacks, ce serait pas un questionnement orienté pour que l'athlète trouve lui-même la réponse? Je ne sais pas si ce serait un des meilleurs feedbacks, mais c'est clairement hyper intéressant. Et c'était dans le sens de mon paragraphe, enfin, mon intervention sur ce que je disais tout à l'heure sur l'entretien d'explicitation et sur le fait de laisser un temps à l'athlète après un essai pour s'auto-évaluer, enfin auto-évaluer sa prestation. Mais oui, clairement. Ok. Clairement. Donc c'est pour ça que lui laisser des temps d'introspection motrice, mais aussi via ce qu'on va lui dire et via les questions qu'on va pouvoir lui poser, le forcer à intégrer différentes choses, le forcer à lui se poser les bonnes questions. Donc, orienter finalement le questionnement qu'il va pouvoir avoir sur son fonctionnement. Et oui, ça devient du développement personnel psychomoteur, quoi. Ok. Quand on met un handicap donc, en situation d'entraînement, est-ce qu'on développe vraiment le cognitif ou est-ce que c'est l'aspect moteur qui prime? C'est-à-dire que si j'ai une main dans le dos, par exemple, pour jouer au hand, est-ce que c'est le travail d'équilibre qui va être le plus sollicité ou c'est vraiment l'adaptation cognitive et la prise d'information de mon déplacement, etc., qui prime? Eh ben, c'est une adaptation cognitivo-motrice. Parce que le but du sport, c'est d'être, en sport, c'est d'être le plus performant au niveau cognitivo-moteur. Donc là, dans l'exemple que tu donnais, de mettre la main derrière le dos ou de croiser les bras, oui, effectivement, dans un premier temps, on pense au déséquilibre postural, à la perte d'équilibre postural, mais en fait, ça va aussi modifier l'environnement et la perception que tu vas avoir de l'environnement. Donc, forcément, modifier la prise d'information que tu vas avoir. Parce que la perception, enfin, le couplage entre la perception et l'action, c'est un couplage parfait. Et tu agis par rapport à ce que tu as perçu et tu agis aussi par rapport à tes capacités d'action. Et tes capacités d'action, elles sont aussi dépendantes de tes capacités perceptives. Donc, en fait, moi, je ne dissocie jamais la perception et l'action. Et quand tu modifies tes capacités d'action via une main derrière le dos ou moi, sur différents athlètes qui peuvent jouer au tennis ou au golf, où je leur mets des gants, donc je leur perturbe les modalités kinesthésiques, tactile, où je rajoute des poids sur la raquette. Effectivement, dans un premier temps, tu vas avoir une adaptation motrice, mais l'adaptation motrice, elle est directement couplée à l'adaptation cognitive que tu as eue en amont, parce que ça perturbe ton champ informationnel que tu prélèves avant de réagir. Et ces perturbations, est-ce qu'elles sont durables dans le temps ou est-ce que du moment où on enlève la perturbation, on retrouve la même motricité qu'avant en termes d'efficacité ou d'efficience? Alors là, tu parles de perturbation motrice ou de perturbation motrice. Oui, pardon, motrice. Oui. Enfin, il y a tout un débat et je pense que ça pourrait prendre peut-être l'objet d'un podcast à part entière, mais qu'est-ce qu'une perturbation et pourquoi on perturbe l'athlète, forcément? Alors, moi, là, de tout ce que j'ai évoqué, je parlais de perturbation pour favoriser la variabilité comportementale, pour favoriser l'exploration de zones comportementales non explorées d'habitude. Derrière, si on fait juste un entraînement avec des poids supplémentaires, oui, il va y avoir un nouveau profil de synchronisation, enfin de coordination musculaire et de coordination multisegmentaire qui va se mettre en place. Mais encore une fois, si l'expert est expert et que ça fait 10 ans qu'il réalise le même geste, son geste est quand même bien ancré. Cela n'empêche que, alors déjà, la surrépétition, à terme, en fait, ça risque. Alors, je ne dis pas que ça provoque des blessures, mais ça peut être
un des risques de blessure, hein, parce que quand on sollicite une même structure musculo-squelettique, toujours au même endroit, avec la même fréquence, avec la même intensité, la même force, des millions de fois, il y a des micro-traumatismes qui, petit à petit, se créent. Hein. Si tu tapes toujours au même endroit sur quelque chose, au fur et à mesure, il y a quelque chose qui va se passer sur le support. Mais au-delà de... Donc oui, il va revenir sur son... J'ai perdu le fil de ma pensée, mais oui, il va revenir sur son geste initial, parce qu'encore une fois, finalement, tout ça est bien ancré, bien appris. On parle de bassin d'attraction. Enfin, c'est quelque chose qui est une coordination qui est bien, bien intégrée. Toutefois, on lui a permis d'aller visiter autre chose, et qui lui permettra à un moment ou à un autre, dans une situation de compétition, finalement, soit de créer la surprise parce qu'il a élargi son répertoire comportemental, soit être plus adaptable, et plutôt que de voir une seule direction, voir une direction à plein de petites ramifications. Ouais. Et, ça laisse place à la créativité, finalement. C'est la base. C'est la force de Gaël Monfils, alors. C'est la base. Et pour rendre l'athlète créatif, il faut que l'entraîneur fasse preuve de créativité. Et il y a une phrase qui est jolie, qui est que je partage. Donc, elle vient de Véronique Richard, qui est une chercheuse canadienne avec qui on travaille sur cette notion de créativité. Elle dit que le premier pas, c'est de tolérer l'inconfort au changement. Et effectivement, il faut une certaine ouverture d'esprit pour prendre pour se rendre compte que dans un premier temps, avant de créer du plus, je vais d'abord déstabiliser ce qu'il y a. Et du coup, ça crée de l'inconfort, parce que l'athlète est pas super confort dans cette situation, l'entraîneur encore moins. Et il faut tolérer finalement cet inconfort en ayant confiance sur la suite, quoi. C'est clair, parce que souvent, que ce soit en tant qu'athlète ou entraîneur, on a tendance à s'enfermer dans les choses qu'on sait faire. Ouais. Et mettre des handicaps comme ça peut provoquer de nouvelles réactions. Et on peut se dire, mince, en fait, ça marche bien ça. Pourquoi je ne le refais pas en situation normale? Et donc adapter ce genre de pattern-là. Ouais. J'aime bien l'exemple des Barjots en handball, quand il y a l'arrivée de Richardson, qui est un ovni technique et créatif. Onesta en parle dans son livre, et il dit non, c'est même Onesta en parle dans son livre, ou Hubert Ripoll, je sais plus, sur le mental des champions. Le mental des champions, ouais. Je sais plus, c'est un des deux livres, et parce que c'est avant Onesta que rentre Richardson, de mémoire. Ouais. Et avec Constantini. Mm-hmm. Et il dit, je savais pas si je devais l'intégrer dans l'équipe, parce que ce mec allait tout foutre en l'air. Et il l'intègre sur un match contre les pays de l'Est. J'aurais dit Slovaquie, mais je suis pas certain, à vérifier. Parce qu'en fait, c'est une équipe qui est très structurée en face, et de mettre un électron libre, ça a complètement cassé leur défense, complètement cassé leur rythme de jeu, leur façon de faire. Et finalement, la France gagne, alors que sur le papier, ils étaient derrière. Donc des fois, aller chercher cette créativité-là, c'est une solution pour performer derrière et potentiellement rendre la tête plus heureux, plus épanoui. Complètement. Et j'en profite pour basculer sur la préparation mentale. Mm-hmm. Comment est-ce que tu intègres ça dans ta préparation mentale? Est-ce que tu l'intègres, ou est-ce que c'est vraiment deux sphères complètement à part? Alors non, c'est pas deux sphères complètement à part, carrément pas même. C'est deux sphères qui s'overlappent, enfin qui se superposent, qui s'intègrent, qui se... Comment j'intègre ça dans la préparation mentale? En fait, je crois que je dissocie plus rien maintenant. C'est pour ça que j'ai des protocoles de recherche et des interventions sur le terrain qui deviennent finalement... je suis plus dans de la recherche interventionnelle plutôt que de la recherche appliquée ou de laboratoire. Comment j'intègre ça finalement en PM, enfin en prépa mentale? Il y a deux niveaux de la prépa mentale. Il y a la prépa mentale où tu accompagnes l'athlète, et il y a la prépa mentale où tu interviens dans tout un groupe, tout un staff, et où tu
tu interagis avec l'entraîneur, tu interagis avec l'athlète, tu peux faire de la préparation mentale intégrée, donc tu viens faire des séances d'imagerie motrice, d'imagerie mentale ou des interventions au sein d'un même entraînement. C'est une question qui est compliquée pour moi dans le sens où en prépa mentale, moi j'ai quand même tendance à penser, mais c'est encore une fois, c'est par rapport au cursus que j'ai et par rapport à... Bien sûr. C'est ça qui est intéressant d'ailleurs. La prépa mentale, pour moi, c'est les habiletés mentales. Okay. Et les habiletés cognitives qu'on peut voir en prépa mentale, que sont l'attention et la concentration, c'est hyper important d'avoir le regard du préparateur mental là-dessus. Mais l'entraînement cognitif, pour moi, c'est pas quelque chose que je fais en préparation mentale. Okay. Donc voilà, peut-être que j'en arrive là à converger. Je distingue pas trop, si ce n'est que l'entraînement cognitif. Encore une fois, derrière, il y a des notions théoriques sur le processus de traitement de l'information, sur tout ça, ça demande de comprendre les fonctions exécutives, ça demande, il y a des bases neuro derrière, sur les différentes fréquences des ondes cérébrales, sur quand est-ce qu'on... Donc, en PM, on peut parler un petit peu de profil VACOG, et voilà. Après, moi, cette partie profilage cognitif, discussion avec les entraîneurs, entraînement cognitif, je pense que c'est du ressort du chercheur. Okay. Par contre, c'est sûr que après toutes ces notions d'entretien avec l'athlète, là, c'est peut-être plus quelque chose... Pardon. Plus des outils ou des méthodes qu'on utilise en préparation mentale. Moi, j'aime beaucoup aussi faire tu l'as compris, je perturbe dans tous les sens, donc je perturbe aussi émotionnellement parlant. Donc, toute la sphère de la gestion émotionnelle, c'est aussi quelque chose qui est largement abordé en prépa mentale. Donc, finalement, tout ce télescope. On parlait de sport co, tu parlais de l'exemple de Richardson, et on parlait de créativité. Moi, je crois énormément aussi à la créativité collective. Donc, au fait que dans une équipe, c'est pas juste la somme de chacun des joueurs, mais finalement, c'est la somme est différente. Le global est différent de la somme des parties. Donc, quand il y a quelque chose qui bouge au sein d'une équipe, finalement, il y a tout qui se réorganise autour. Et donc, dans un protocole d'entraînement cognitif, le leader, même s'il fait les mêmes exercices d'entraînement cognitif, il a quand même, au-delà de son poste sur le terrain, il a le rôle de leader. Donc, quelle approche on va avoir pour lui? Et ça, finalement, c'est une approche qui est plus prépa mentale. Voilà. Moi, personnellement, j'ai quand même une approche de la prépa mentale qui est... Alors, moi, je ne suis pas du tout centrée sur les outils. Je trouve encore dommage qu'on résume la prépa mentale à une caisse à outils et un ensemble d'outils qu'on livre à l'athlète. C'est important, parce que pour répondre à certaines problématiques, forcément, il y a des outils qui sont des outils très pertinents et avec des résultats. Si tant est soit-il qu'on puisse discuter des résultats qu'on a avec un suivi en PM. Donc, ça, c'est encore une autre discussion. Mais moi, j'ai tendance quand même à avoir une démarche qui est plus orientée vers donner la possibilité à l'athlète ou questionner l'athlète pour l'aider à mieux se connaître. Et forcément mieux se connaître au niveau fonctionnement, mais au niveau aussi cognitivo-moteur. Donc, d'où l'idée de la perturbation. Et savoir comment il réagit dans certaines situations émotionnelles, sous stress. Et pourquoi j'englobe tout? Parce que finalement, peut-être que par mon activité en recherche, on va peut-être pousser sur comment il réagit en situation de stress, comment il réagit au niveau émotionnel, effectivement. Donc, anxiété cognitive, mais anxiété somatique. Moi, je vais aussi lui demander, mais finalement,
Est-ce que tu te rends compte ou comment, et on va creuser sur comment ça modifie son activité cognitivo-motrice sur le terrain. Et c'est pour ça que pour moi, c'est vraiment un tout. C'est pour ça que ta première question sur habileté mentale et habileté cognitive, elle était... C'était méchant. Ouais, bon après, ça peut être clivant, mais moi, je les dissocie dans la définition que je peux en donner, mais dans ma pratique, je la définis... Je comprends. Je la dissocie plus. Je reviens sur le leader. Souvent, le leader, il est plus en situation de réussite que la plupart des autres joueurs. C'est pas toujours le cas, mais souvent. Quand tu le mets en situation de handicap, par exemple, on reprend la main dans le dos pour un handballeur, je dis n'importe quoi, hein, le mec va peut-être rater, ou la fille va peut-être rater. Comment est-ce que tu gères ça, finalement, cette gestion de l'échec du leader? Parce que ça peut déconstruire tout un idéal autour de lui et lui faire perdre sa place de leader. Est-ce que ça peut arriver? Est-ce que c'est moi qui me fais des films? Comment tu gères ça? Alors moi j'adore. Moi, je pense qu'il faut échouer pour réussir. Donc, j'aurais dû me l'appliquer plus tôt. On pourrait faire un podcast entier aussi là-dessus. Ouais, mais là, ça serait, ça serait trop coloré par des expériences perso. C'est hyper intéressant. Premièrement, c'est que... Alors, encore une fois, tout dépend le niveau de l'athlète et tout dépend les exigences de performance. Par définition, on sait bien que l'expert et le sportif de haut niveau détestent l'échec. C'est antinomique à sa pratique, forcément. Je me permets de rebondir, c'est super intéressant. Est-ce que l'athlète de haut niveau n'a pas plus de résilience face à l'échec qu'un athlète ou un sportif lambda? Ça dépend. Ça dépend de son profil motivationnel, ça dépend de son historique, ça dépend de son palmarès, ça dépend de son auto-analyse et sa capacité de recul face à un échec. Ça dépend... là, C'est vraiment du cas par cas, quoi. Ouais, okay. Je crois que je serais quand même pas... non, je serais pas aussi clivante. Voilà. Bon, en plus, je viens juste de regarder le documentaire Strong, aussi fort que fragile. Je sais pas si vous l'avez vu. Je l'ai pas regardé. Non. Alors, je vous le conseille, mais bon, hypersensible que je suis, ça m'a quand même assez bouleversée sur des passages difficiles dans la vie d'un sportif de haut niveau. Hein. Donc, il y a des témoignages de Valentin Porte, Camille Lacour, Perrine Lafont, qui était toute jeune quand elle a fait sa médaille olympique. Bon. Donc, c'est intéressant d'avoir leur retour sur comment ils ont vécu l'échec. Après, on peut aussi définir qu'est-ce que c'est qu'un échec, parce que finalement, l'échec sera pas le même pour... deux situations équivalentes ne seront pas vécues comme un échec au même niveau par deux athlètes. Donc c'est aussi assez individualisé. Et la réponse à l'échec est aussi hyper contextualisée. Donc, pour répondre à ta question de le leader, le mettre dans une situation d'échec, moi, je pense ce que je proposerais, c'est de créer des situations où il se retrouve en situation d'échec. Mais par contre, moi, j'ai quand même toujours ce conseil ou cette philosophie de penser, d'expliquer le but de chaque situation ou chaque chose qui est mise en place et avoir clairement un temps de retour dessus parce que encore une fois, donc là ça c'est aussi dépendant des attentes de l'entraîneur. Donc pourquoi l'entraîneur a choisi de le mettre en échec? Est-ce que c'est pour développer quelque chose purement cognitivo-moteur? Est-ce que c'est pour le mettre en échec justement dans sa situation de leader et donc là le prendre plus du côté un peu plus management, cohésion d'équipe voilà. Donc moi je pense pas que ça soit néfaste pour l'athlète et pour le leader à partir du moment où il
il a compris l'objectif de la situation et de l'expérience qu'on lui fait vivre. Donc, toute expérience est bonne à vivre. Encore faut-il que l'athlète soit quand même tenu au courant de l'objectif de ce qui se passe. de ce qui se passe. Donc, il vaut mieux conscientiser les difficultés qu'on va amener, les expliquer. Oui, et si on ne conscientise pas en amont, conscientiser en aval. Moi, ouais, pas forcément... Alors là, pareil, c'est une démarche... avec une démarche à faire expérimenter tout à l'athlète, je trouve que c'est top. Mais par contre, absolument avoir un temps de retour derrière. Parce que finalement, si on a cette explication de ce qu'on attend de l'exercice avant de réaliser l'exercice, forcément, on va biaiser la spontanéité et aussi l'engagement de l'athlète. Si tu prends un leader et que tu lui dis, bon là, je vais te présenter une situation... ça va te déstabiliser. Bon, tu peux t'attendre à ce que l'engagement de l'athlète dans la situation soit quand même pas optimal parce qu'il va freiner sauf si c'est un vrai compétiteur. Des 2 pieds. Sauf si c'est un vrai compétiteur. Et après, là, forcément, il y a énormément de choses à faire sur le côté challenge qu'on met en place. Et, voilà. Donc, le lancer, le perturber, le provoquer, le mettre en situation de difficulté. Mais derrière, par contre, revenir avec un temps d'explication. Ouais. Ne jamais laisser un athlète avec ses doutes, partir avec ses doutes, quoi. S'il a des doutes, on fait quoi? On te l'envoie en préparation mentale? Ouais, tout dépend les doutes. À quel niveau il a des doutes. Mais ouais, c'est sûr que les doutes, c'est une grosse partie abordée en prépa mentale. Et c'est là que c'est intéressant de fouiller un petit peu. S'il a des doutes et qu'on lui dit, OK, je vais t'apprendre une technique d'ancrage. Et comme ça, dès qu'il y a le doute qui apparaît, qui survient, hop, tu mets en place ton ancrage ou ta technique de switch. Et je t'assure, le doute, il va s'en aller. Bon, forcément, on met un petit pansement. Et c'est parfait. Et le coup d'après, où le pansement il est parti, ça va... Ça va revenir. Donc, on essaye de remonter à la source ou d'essayer d'aller comprendre l'origine des doutes et pourquoi il y a des doutes et dans quelles situations les doutes surviennent. Est-ce qu'il y a des situations où ils sont un petit peu moins importants et pourquoi? Et bon, parce que ça fait partie de la pratique, c'est ça qui fait évoluer généralement. Ouais. Mais tu en parlais de l'échec et du doute. Pour moi, l'échec amène du doute. Et si on ne cherche pas à le résoudre, en fait, l'échec n'aura servi à rien. Donc, comment l'athlète de lui-même ou accompagné arrive à résoudre ces problématiques-là? Oui, tout à fait. Et aussi offrir à l'athlète la possibilité d'avoir sa propre, son propre ressenti de l'échec. Parce qu'au final, le questionner sur un... Peut-être que pour lui, il a échoué, et peut-être que pour l'entraîneur, c'était pas un échec, c'était une performance qui n'était pas à la hauteur de l'objectif qui avait été fixé. Et pour X raisons qui appartiennent à l'athlète, lui, il va reprendre ça comme un échec total, quoi. Donc voilà, à l'inverse, un athlète qui s'était fixé un objectif et qui ne l'atteint pas, peut-être qu'il il va pas le voir comme un échec. Peut-être qu'il va dire, OK, dans mon planning et ma programmation de compétition dans la saison, j'ai pas atteint l'objectif, mais à la limite, tant mieux. Et, donc, l'évaluation de l'échec, elle est vraiment individuelle. Et je pense que c'est important de faire prendre conscience à l'athlète que c'est sa propre évaluation de l'échec. Et en plus, selon le niveau, des fois, il peut y avoir des dommages médiatiques qui ternissent un petit peu plus le tableau. Donc voilà, permettre à l'athlète, ou tout du moins accompagner l'athlète pour garder cette capacité de prise de recul et
de discernement et d'analyse, encore une fois, vraiment personnelle et individuelle de son échec qui reste à sa propre évaluation, quoi. Ok. Et qu'est-ce qu'il en fait, surtout. Voilà, c'est ce que j'ai demandé. Je rebascule une fois sur les aspects cognitifs. Mm-hmm. Comment est-ce que moi, en tant qu'entraîneur, je peux analyser tout l'environnement cognitivo-perceptif de ma discipline? Est-ce que j'ai vraiment besoin des chercheurs? Donc, est-ce que j'envoie un mail à Laure Fernandez pour qu'elle vienne analyser ce qui se passe dans le golf, je dis n'importe quoi? Ou est-ce que, en tant qu'entraîneur, on peut avoir quand même des pistes assez fortes pour driver un entraînement là-dessus? Question sous-jacente. Est-ce que c'est des choses qu'on peut analyser d'un point de vue logique, ou des fois il y a des choses qui sont complètement contraires à la logique qu'on peut avoir en tant qu'entraîneur? Waouh. Large débat. Ouais. Est-ce que c'est logique? Non. Mais d'un autre côté, si l'être humain était logique, qu'est-ce qu'on s'ennuierait? C'est clair. Sur la logique, je reviendrai sur le traitement de l'information. C'est pas que le temps que je mets à réagir finalement. Le traitement de l'information, c'est pas que le temps de réaction et c'est pas que la bonne prise de décision. Mais c'est vraiment un compromis, un ratio, un équilibre entre la vitesse de réaction, donc le temps de réaction, et la précision de la réponse. Donc, l'entraîneur, il faut vraiment qu'il ait ça en tête. Encore une fois, c'est purement dépendant de la logique interne de l'activité. Donc, si on pense à un départ en start sur du 100 mètres, bon, a priori, il n'y a effectivement que du temps de réaction. Et ça reste assez facile pour l'entraîneur. Voilà. Sauf qu'il peut aussi travailler sur la notion d'attention étroite et pas attention large pour que l'athlète soit dans son tunnel et qui peut aussi travailler sur la focalisation attentionnelle interne ou externe. Donc ça, c'est la première partie, à savoir si déjà la logique interne de l'activité est purement réactive ou met en place un compromis entre la vitesse et la précision. Ensuite, moi, l'entraîneur, quand tu me dis, est-ce qu'il m'appelle pour... Alors, j'ai absolument pas la prétention à pouvoir avoir un regard aussi profond et aussi poussé sur chaque activité, mais je pense qu'il faut qu'il se fasse confiance et qu'il prenne juste... finalement 2-3 situations classiques. Ce qui pourrait être intéressant dans un premier temps, c'est 2-3 exercices d'entraînement. Je ne parle pas d'exercices cognitifs, mais 2-3 exercices d'entraînement classiques qui reviennent quasi systématiquement et qui sont un peu intemporels. Et qui se posent en se disant, mais en fait, pourquoi je propose cet exercice et quel est l'objectif de cet exercice? Et alors, ça demande de se poser, de réfléchir un petit peu avec peut-être un point de vue qu'ils n'ont pas l'habitude d'avoir ou qui est un petit peu plus en marge de ce qu'ils ont l'habitude de faire. Et une fois qu'ils se sont questionnés sur pourquoi ils font l'exercice et leur objectif là-dessus, qu'ils se fassent confiance, parce que l'objectif de l'exercice, c'est forcément d'aller développer ou d'aller entraîner ou d'aller répéter une compétence en particulier. Et là, ils ont la réponse au côté cognitif de la mise en place de cet exercice. Ce qui n'est pas possible pour le moment, c'est de laisser libre les entraîneurs à ce profilage cognitif. Mais de la même façon que si tu veux une PMA d'un cycliste, si tu n'as pas un watt bike, maintenant ils ont des capteurs de puissance dans les pédaliers, donc ce n'est pas le bon exemple. Mais si tu ne fais pas faire un test VMA à ton athlète, il est difficile de connaître la VMA. Ouais. Donc,
pour l'instant, avoir cette cartographie vraiment des habiletés cognitives de façon purement empirique et avec des exercices clés sur le terrain donnés par l'entraîneur, ben, hélas, pour l'instant, on ne l'a pas. Par contre, ce qu'eux, ils ont, c'est l'intuition. Et c'est l'expérience. Et c'est ce côté terrain. Donc, dans un premier temps, choisir trois exercices. Donc là, c'est un peu au pied levé, mais choisir 3 exercices qui englobent tous les côtés de la logique interne de l'activité. Essayer de faire en sorte que ce soit des exercices où il y a de la réactivité, mais aussi de la prise de décision pour aborder ce double aspect. Ben, soit je suis rapide, mais je prends des risques sur faire des erreurs, ou soit je prends mon temps, je fais pas d'erreur, mais par contre, à ce moment-là, je suis moins réactif. Et passer toute l'équipe, si c'est du sport co, ou passer tout le groupe d'entraînement, enfin. Et y revenir régulièrement. Et les reproposer un petit peu régulièrement. Et derrière, demander à chacun comment ils l'ont ressenti, qu'est-ce qu'ils en ont pensé, qu'est-ce qu'ils ont mis en place, quelles étaient leurs stratégies, alors sur du collectif ou sur de l'individuel, mais impliquer l'athlète dans sa démarche et dans son projet de performance, vraiment. Voilà. Après, tu vas me dire, forcément, quand on répète un test comme ça plusieurs fois, il y a un effet d'apprentissage. Ouais, ok, mais il y en a partout. Il y en a partout, et bon. Mais comme ça, quelques situations clés en début de saison sur le terrain, et c'est déjà une première solution de terrain avec toute l'expérience qu'ils ont et toute la connaissance qu'ils ont des différentes réactions motrices possibles chez les athlètes. Voilà, après, s'acheter un petit jeu de BlazePod ou s'acheter quelques plots de couleurs et faire varier et perturber tout le temps. Et alourdir, appauvrir, enlever, rajouter, supprimer, changer, voilà, les faire courir, les yeux fermés, je sais pas moi, tout mettre des poids aux chevilles, mettre des lunettes de soleil qui brouillent un petit peu la clarté de l'information, des trucs simples, mais dédier une partie de l'entraînement à cette dimension cognitive et impliquer les athlètes. Et je discutais encore pas mal avec Véronique Richard qui est assez, qui développe plein de trucs dans cet axe-là. Impliquer les athlètes et leur dire la semaine prochaine, c'est toi qui prends le lead sur l'entraînement. Et voilà l'objectif de l'entraînement, et propose-nous des trucs. Et les athlètes, ils se prennent au jeu parce que c'est ludique et parce que chacun va proposer quelque chose encore plus foufou que le copain la semaine d'avant. Et ça fait de la variabilité, ça fait de la créativité, ça fait de la cohésion, ça fait du ludique, et ça change plutôt que de répéter. Ouais, voilà. Je suis d'accord avec toi. J'ai une question. Alors, ça fait un peu plus d'1h30 qu'on tourne déjà. C'est passé super vite. Tu parlais d'intuition de l'entraîneur. Qu'est-ce que c'est l'intuition? Est-ce que c'est vraiment de l'intuition ou c'est de l'expertise inconsciente? Parce qu'on parlait de la prise de décision et prise d'information des sportifs pros. Ouais. Est-ce que finalement, il n'y a pas ça aussi pour l'entraîneur? C'est le mot de la fin, c'est ça? Ça allait dur. Je sais pas si c'est le mot de la fin. Moi, l'intuition, je la verrais à 2 niveaux. Spontanément, quand je réfléchis à l'intuition, j'ai l'impression qu'il y a une notion de temporalité. Donc, ça va en lien avec la prise de décision intuitive et rationnelle. Mais souvent, on dit c'est la première impression qui est la bonne, ou sur le terrain, c'est la première information qui est la bonne. Ben souvent, moi, j'ai tendance à penser qu'on associe intuition à rapidité de réponse.
Donc, c'est ce qui vient spontanément. C'est ce qui vient, vu que ça vient rapidement, vu que ça vient spontanément, ça veut dire que je n'ai pas pris le temps pour faire la petite carte mentale qui me permet de faire les liens et de me dire, bon, la réponse que je vais avoir, c'est... ou ma façon de la voir, c'est relié à mon expérience, c'est relié à ce que j'ai, à mes connaissances. Bon, quand tu réponds rapidement, tu n'as pas le temps de le faire, tout ça. Ouais. Donc, le premier niveau auquel je vois l'intuition, c'est dans son côté spontané de la réponse. Et le deuxième niveau auquel je définis l'intuition, c'est effectivement peut-être plus en lien avec la notion de conscient, d'inconscient. Alors, sans rentrer dans des considérations un petit peu plus reliées à des théories psycho, mais en fait, souvent, les entraîneurs peuvent dire non, mais ça, c'est mon intuition. Et si vraiment on prend un temps d'échange avec eux, qu'on leur laisse le temps d'échange, de verbaliser, d'expliquer, en fait, tout ce qui était la partie immergée de l'iceberg, ça va remonter et ils vont avoir une réponse très, très conscientisée de la réponse intuitive qu'ils ont fait en amont. Et l'entraîneur, il a une intuition, mais il a une intuition qui est basée, qui est en lien directement avec ses bases de connaissances. Donc avec son expérience, parce qu'à travers son expérience, il a accumulé des connaissances, des compétences aussi. Donc voilà, il n'y a pas que les connaissances acquises en formation ou acquises dans les livres, il y a toutes ces compétences reliées à toutes les interventions qu'il a pu faire, qui font qu'il a quand même un bagage qui lui permet d'être plus rapide dans son analyse. Mais parce que le socle est... À la limite, je pourrais dire le socle est tellement solide et tellement large que ça peut paraître une réponse intuitive. Okay. Après, bon, je pars pas sur les considérations, enfin sur les aspects plus préférence cerveau droit, cerveau gauche ou capacité de traitement séquentielle ou en parallèle, parce que c'est encore un autre domaine. Mais oui, ce qui est sûr, c'est que leur expérience et leur connaissance permet d'avoir un traitement de l'information plus en parallèle et une capacité à faire des liens avec des connaissances qu'ils ont qui est facilitée par rapport à quelqu'un qui n'a pas les compétences et les connaissances et l'expérience surtout. Okay. Voilà, je ne sais pas si j'ai fait une réponse très, c'est bien, très claire, mais... on peut passer au mot de la fin cette fois. Alors, il y a quelques questions avant de terminer. Aïe, aïe, aïe. Pour toi, c'est quoi un bon entraîneur ? Un entraîneur qui se pose des questions, qui se remet en question, qui a une large ouverture d'esprit, qui est hyper curieux, qui est passionné par son sport et passionné par l'humain, qui travaille autant sur les aspects technico-tactiques que sur les aspects cognitifs, que sur les aspects physiques des athlètes qui l'accompagnent, qui est intéressé aussi par la relation humaine et la relation qu'il met en place avec chacun des athlètes qui puisse accompagner. Quelqu'un de créatif, quelqu'un qui est sans limite et quelqu'un qui est passionné, parce que moi je leur voue une admiration sur l'implication qu'ils mettent dans leur sport. Alors je parle d'entraîneur à haut niveau, mais également entraîneur à des échelles un petit peu plus en dessous du haut niveau, mais ouais, et qui gardent surtout la passion et le plaisir et une dose de folie, parce une pointe de folie dans leur intervention. Mais pas trop. Mais pas trop. Quel est ton plus grand échec ? Parce que tout à l'heure on parlait d'échec. Qu'est-ce que tu considères comme ton plus grand échec ?
Ah, celle-là, elle pique. Ouais, celle-là, elle pique. T'es pas obligé de répondre. Ouais. Alors, j'ai précise. un rapport très, très particulier à l'échec parce que je pense que je me donne pas le droit à l'échec. Donc, mon plus grand échec, c'est de ne pas me donner droit à l'échec. C'est beau. Ouais. Est-ce que tu as des formations à conseiller? Par exemple, je suis entraîneur, je veux me former sur l'aspect cognitif, sur l'entraînement cognitif. Comment est-ce que je fais? Bon, tu demandes ça à une enseignante en STAPS. Donc Tu as le droit de faire ta pub en staff si tu veux. Hein, mais... non, je pense que la formation STAPS est vraiment hyper complète là-dessus. Les aspects cognitifs étaient jusqu'à il n'y a pas très longtemps un petit peu noyés ou laissés de côté. Bon là, alors je fais la pub pour le coup, c'est vrai. Mais on a vraiment ouvert cette dimension mentale et cognitive dans le futur Master EOPS. Qui est hyper intéressant. Moi, j'encourage vraiment des formations universitaires. Des formations universitaires ou des U ou des U, mais où il y a à minima, je dirais 60 ou 70% d'intervenants universitaires. Okay. D'être assez vigilant sur les formations où la majeure partie ne sont pas universitaires. Et voilà. Côté psycho, il y a maintenant des masters psychologie du sport qui se développent également en STAPS, qui sont très intéressants. Voilà. Okay, Quant à cool. se former spécifiquement sur l'entraînement cognitif, et on revient dans quelques années. Bonne chance. Ouais. Et est-ce que tu as des livres à conseiller, que ce soit francophone ou anglophone? Des livres à conseiller? Waouh! Ou des lectures, de manière plus générale? Sur le sujet, il n'y en a pas beaucoup, je crois. Hein. Si, mais alors moi, je suis assez critique sur les livres. En prépa mentale, il y en a beaucoup sur tout ce qui est... finalement, c'est soit des autobiographies, soit bien sûr, des livres d'Hubert Ripoll, qui était notre ancien doyen, et avec un regard du coup un petit peu plus scientifique. Mais les livres, il faut savoir ce qu'on cherche. Il y a des livres qui donnent des outils et qui sont très bien, et il faut les appréhender comme étant des livres très pratico-pratiques. Ensuite, si on veut une réflexion un petit peu plus poussée, forcément, nous, on baigne dans tout ce qui est bibliographie scientifique, littérature scientifique. Et avoir des articles un petit peu plus vulgarisés ou un petit peu plus accessibles là-dessus. Il y a la revue Réflexion Sport de l'INSEP. Ouais, que moi, je conseille parce qu'il y a toujours des interventions hyper pertinentes, et c'est vraiment super intéressant. Je précise que c'est gratuit en plus. Et ouais, tout à fait. C'est par mail, il faut s'inscrire. Ouais, et puis les anciens numéros sont aussi accessibles sur Calimeo. Je mettrai le lien sur l'épisode. Ouais, ça peut être super, très intéressant. Et voilà, après, il y a pas mal de bouquins intéressants aussi sur Debuck Université. Et voilà, lecture au global, après, plus large. Moi, j'aime bien tout ce qui est les lectures qui poussent un peu au développement personnel, mais via des récits. Donc, je ne vais pas citer d'auteurs en particulier, mais c'est toujours intéressant de se poser des questions sur soi à l'issue d'une lecture. Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux aborder avant qu'on clôture? Non. Te remercier, parce que c'était hyper intéressant. Je le disais en préambule, mais en fait, je trouve que c'est super intéressant et vraiment hyper agréable pour nous d'arriver à sortir du labo et d'avoir des échanges comme ça avec, en plus, des questions hyper pertinentes, mais qui nous forcent finalement à balayer un ensemble de domaines donc qui nous sortent de notre zone de confort. Donc, merci, parce que tu m'as sorti de ma zone de confort. Et
Et non, vraiment te remercier. Et, moi, je vous encourage, mais à 150% de continuer à développer ces échanges. Et merci encore pour les questions, pour l'échange et pour l'invitation. C'est gentil. Laure, merci. Merci à vous. Merci à toi. Bon, maintenant, on va tous courir avec les mains attachées dans le dos, avec les jambes liées entre elles si on va y nager. Et on va apprendre plein de choses. Blague à part, j'espère que l'épisode vous aura beaucoup plu. Moi, j'ai mis déjà en place dans mes entraînements ce genre de pattern modifié. Et j'espère que vous en ferez de même. On se retrouve sur la newsletter, les réseaux sociaux. Et n'oubliez pas le 4 et 5 mai prochain à vous inscrire à la prochaine formation sur l'entraînement du jeune et de l'ado. Salut!